Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez passé bientôt un très bon week-end, que votre week-end jusqu'à maintenant se passe plutôt bien. Je suis Suzy, bienvenue dans le 4e épisode de la trilogie, votre podcast francophone préféré pour les films d'horreur, de drama, mais un petit peu de comédie quand même. Donc sans plus tarder, pour ce 4e épisode, nous allons parler de Shazam 2, qui est Shazam, la rage des dieux, il me semble, le nom en entier, le titre en entier. On va parler également de Evil Dead Rise, le dernier opus entre guillemets de la franchise Evil Dead, et on va finir sur un documentaire qui s'appelle, enfin une série documentaire qui s'appelle You Are What You Eat. Alors pourquoi Shazam? Parce que tout simplement j'adore ce que fait le réalisateur David F. Sandberg. C'est un réalisateur qui nous vient de Suède et qui a produit pas mal de plusieurs courts-métrages, notamment d'horreur, notamment un qui a le court-métrage auquel je pense, ça a donné lieu à un long-métrage après, qui était le premier long-métrage de Hollywood de David F. Sandberg, c'est Lights Out. Donc c'est un film, franchement, le court-métrage, je vous le conseille, parce qu'en déjà, il est vraiment très court, il dure quoi, peut-être 3-4 minutes. Et c'est un peu comme son titre l'indique, c'est un film avec actrice principale, son acolyte de toujours, depuis maintenant, je crois que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est sa femme et aussi sa coproductrice qui s'appelle Lotta Loston. Ils ont fait, donc elle apparaît dans plusieurs si ce n'est tous, de ses courts-métrages et aussi tous de ces longs métrages. Pendant que j'y pense, elle a toujours un petit rôle dans les longs métrages, que ce soit Lights Out, Shazam 2, et aussi à Annabelle Creation qui l'a réalisé, ce réalisateur David F. Sandberg. Tous ces courts métrages, il me semble, sont disponibles sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Pony Smasher, vous pouvez les voir gratuitement. Il y a également sur sa chaîne aussi un best-of qu'il a fait sur Annabelle Creation. Donc c'est comment il en est venu à réaliser donc Annabelle Creation, qui est un des Conjuring, je crois, un spin-off des Conjuring. Donc il explique comment il a fait. Il a été autorisé par le studio à faire ça et à mettre ça gratuitement sur sa chaîne YouTube. Et il donne aussi pas mal de petits conseils pour faire des petits films chez soi selon les moyens qu'on pourrait avoir. Donc un truc maison, enfin en gros c'est... Ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est qu'il est pas... il est assez humble et il rend l'accès à l'information et pour aider les jeunes... comment on appelle ça? Les jeunes faiseurs de films. Voilà, je vais pas envie de chercher trop longtemps le bon terme. Oui, ouais, ce genre de truc, j'apprécie beaucoup. De rendre l'accès, en tout cas, à l'industrie et au cinéma un peu plus facile. Donc David F. Sandberg, qui a réalisé Shazam 2, qui est le film qui nous intéresse ici vraiment. Shazam, c'est un super-héros. Un super-héros qui, en fait, c'est pas un super-héros comme tout le monde, le Shazam. Shazam, c'est en fait un petit garçon. C'est un ado qui s'appelle Billy. C'est un ado qui, malheureusement, a pas une vie facile. Il est actuellement en famille d'accueil. Je pourrais plus vous dire combien de temps ça fait qu'il est avec cette famille d'accueil, mais il a encore un peu du mal à se faire parce que c'est pas facile d'être en famille d'accueil, en foyer. Enfin, c'est pas vraiment en foyer, c'est vraiment dans une famille d'accueil. Du coup, il a du mal à se faire à ça, et aussi au fait que sa mère, il sait pas vraiment qui c'est sa mère. Donc dans le premier, c'est ce qu'il va essayer de découvrir, en même temps que ses super pouvoirs. Et dans le deuxième, il a du mal à se faire encore à l'idée que sa famille d'accueil, c'est aussi vraiment sa vraie famille, même s'il traite tous ses frères et sœurs d'accueil, entre guillemets, et ses parents d'accueil, les personnes qui l'éduquent et qui l'élèvent, quoi, en gros, comme tel, parce que parce qu'il va bientôt avoir 18 ans, en fait, dans le deuxième Shazam, et du coup, il pense que parce qu'il va avoir 18 ans, ils vont arrêter de prendre soin de lui, qu'ils vont le jeter de la baraque, parce qu'à 18 ans, techniquement, t'es un adulte. Ça veut dire qu'aussi, non, même pas techniquement, ça veut dire aussi que du coup, la famille qui l'accueille, le couple qui l'accueille, ne reçoit plus de chèques de la part de l'État pour aider... en gros, à subvenir aux besoins des enfants. Il se dit, de toute façon, on va me jeter, donc à quoi ça sert que je m'attache, quoi, en gros. Sauf que c'est pas le cas, malheureusement. Heureusement, les deux parents, ils élèvent vraiment... Enfin, c'est pour ça que je les appelle en vrai par des parents. C'est des gens d'accueil, mais c'est vraiment en vrai des parents. Ils ont... donc, il y a Billy, il y a un autre garçon... Alors,
j'ai plus son prénom, mais c'est le nom de son super, sa version super-héros, c'est Captain Marvel Junior. Ah, donc il est un peu meilleur pote avec lui. Il y a une petite fille, il y a une grande qui, elle, va passer à l'université. Il y a un autre garçon, ils sont peut-être genre 6, 5 ou 6. Et du coup, je vous ai déjà spoilé un petit peu. Donc en fait, Shazam, c'est le Billy, donc c'est sa version junior, on va dire. Parce que le Shazam, enfin le Billy du coup, dans le premier, je ne sais plus comment, en vrai dire, je m'en souviens plus très bien. Il découvre, il me semble, c'est un genre de grotte. Et il se fait donner en gros il se fait passer le bâton de relais pour du pouvoir de Shazam, qui est vraiment un super-héros qui se fait passer le pouvoir des dieux. Parce qu'il y a un truc qui a été détruit. Et en gros, on lui passe la relève. Pourquoi je lui dis, enfin, c'est complètement bête, hein, franchement. Pourquoi j'ai rigolé au passage de bâton de relais? Parce que c'est vraiment un bâton qu'on lui passe, en fait. C'est pour ça, parce qu'il a touché, il me semble, le truc du grand magicien. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir ses pouvoirs. Sauf qu'évidemment, ça va créer des problèmes parce que il y a déjà des dieux un peu jaloux qui vont, qui veulent avoir ces pouvoirs parce qu'ils disent que ça appartient pas aux humains. Et c'est ce qui va se passer dans le deuxième. Il y a, là, c'est pas des dieux, mais c'est des déesses qui sont incarnées par Lucy Liu, Rachel Zegler et également Madame Hélène Mirren. Bon, Lucy Liu, on la présente plus évidemment, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais quand même donner quelques-uns de ses films. Donc Lucy Liu, on la connaît notamment pour Kill Bill, Charlie's Angels. Donc elle a joué dans tous les Charlie's Angels. Également aussi... Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Elle a joué également dans Ali McBeal. Elle a joué dans Detachment, qui est un excellent film avec Adrian Brody. Et elle a joué aussi dans Extras. Elle a fait vraiment beaucoup de trucs. Ça fait un moment qu'elle est dans le game, la Lucy Liu. Madame Hélène Mirren, pardon, vous avez pu voir dernièrement dans Barbie. Elle a joué également le rôle de la reine d'Angleterre dans The Queen. Elle a joué également aussi dans Red 2, dans Fast and Furious, c'est vrai, le tout dernier. Elle a joué dans Fast and Furious. Et la Rachel Zegler, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, sur les réseaux sociaux, c'est celle qui va prendre le rôle du live action attention, de Blanche-Neige. Et également, elle a joué dans le dernier Hunger Games. Et donc, CDS, c'est les filles du dieu Atlas. Vous savez, c'est le dieu qui porte la Terre et le monde sur son dos, cette représentation-là. Donc, c'est les filles d'Atlas qui, en fait, le pouvoir qui est arrivé dans les mains de Shazam, du petit Billy, et en fait a été, d'après elles, volé entre guillemets des dieux, et elles veulent le récupérer, priver les humains, mais parce qu'elles sont assez vengeresses, en fait, elles ont un peu leur but, vraiment, c'est pas d'anéantir les humains, mais un petit peu quand même. Parce que pour eux, les humains, c'est des petits microbes, il faut s'en débarrasser, ils servent à rien. Avant de dire c'était quoi leur plan au départ, c'était qu'elles ont pu ravoir un petit peu de pouvoir des dieux, parce qu'elles n'avaient pas tout perdu, elles ont pu avoir un peu plus de pouvoir, parce que dans le premier, le bâton a été cassé en deux par Shazam, la version adulte, parce que, oui c'est vrai, points importants, excusez-moi, le Shazam. Du coup, c'est le Billy, là, je crois, dans le premier, genre 15-16 ans. Donc, c'est un ado, il vient tout juste d'entrer au lycée. Et en fait, pour avoir ses pouvoirs, faut qu'il dise Shazam. Faut qu'il crie Shazam bien fort. Et c'est comme ça qu'il peut se transformer en super-héros. Super-héros, la version adulte, qui est jouée par Zachary Levi, que vous avez pu voir également, du coup, dans Shazam le premier. Il a fait également la voix dans la version anglaise, je l'imagine, du Prince Finn. Enfin de Finn dans Réponse. Mais du coup, la version adulte dans le premier, donc, qui est vraiment en vrai le petit Billy, à la fin, dans la bataille finale du premier, il casse parce que le méchant du premier veut évidemment récupérer le bâton pour être le plus puissant de tous et dominer le monde. Sauf que il arrive à récupérer le bâton, le Shazam. Le Shazam, pour éviter que le méchant s'en empare, et ben, il le casse en deux, le bâton. Sauf qu'après, j'imagine, il n'a pas dû se préoccuper du bâton, il s'est dit, de toute façon, c'est un bâton, il est cassé en deux, les pouvoirs, ils sont cassés. Sauf que ça a été récupéré, et ça a été mis dans un musée. Et c'est comme ça que les déesses d'Atlas, les filles d'Atlas, elles ont pu récupérer le bâton et un peu, du coup, de pouvoir.
Sauf qu'il y avait aussi quelque chose d'autre qu'il cherchait pour vraiment récupérer l'ensemble des pouvoirs, s'il cherchait un genre de graines, enfin de pommes magiques pour le jardin, pas le jardin d'Éden, c'est le jardin... c'était quel jardin? Je crois que c'est le jardin d'Atlas. Bref, pour que leur jardin, en gros, revienne de plus belle et qu'ils leur rendent tous les pouvoirs. Sauf que dans le 2, donc les super-héros, donc pour vous donner un petit peu de contexte, du coup dans le premier, il n'y a que Billy qui est super-héros. Et après, ils seront rejoints plus tard. Et en vrai, là, j'ai un petit creux. Donc je sais plus si ce personnage a une version adulte. Là, tout de suite, j'ai pas l'impression, mais si jamais, je vous mettrai l'info en visuel. Donc, regardez la version visuelle, enfin la version vidéo aussi. Donc, du coup, il est rejoint plus tard le Shazam par l'actrice Grace Fulton, de son personnage Mary Batson, mais aussi par son meilleur ami slash petit frère, entre guillemets, enfin petit frère, mais de pas vraiment pas beaucoup, qui, lui, son prénom, je ne l'ai pas tout de suite. Mais le nom de l'acteur, c'est Jack Dylan Grazer. Il est rejoint aussi également plus tard par tous ses frères et sœurs, en gros. Mais par la plus petite, c'est Darla Dudley, le personnage, mais qui est joué par l'actrice Faith Herman, que vous avez pu voir, il me semble, dans This Is Us. Sa version adulte, elle est jouée par Megan Good, que vous avez pu voir notamment dans Day Shift, dans Step In, dans aussi, il me semble qu'elle avait joué dans, elle a joué dans Ma famille d'abord. Mais oui, bien sûr, je crois, si je me trompe pas, c'est la copine de Junior. La toute dernière, celle qui devient mère, du coup, après le Junior. Elle a joué aussi dans Cousin Skitter. Mon Dieu. Cousin Skitter, ça, c'était vraiment trop bien cette série. que de souvenirs ces deux séries, enfin ouais, Cousin Skitter et Ma famille d'abord. Ensuite, l'autre petit frère version junior. Non, non là, si c'est petit frère aussi. Version junior du petit frère Ian Chen qui joue le rôle de Eugene Choi. Sa version adulte, c'est je viens de la passer. Rose Butler, que vous avez pu voir, il me semble, 13 Reasons Why. Et le dernier de la fratrie, mais pas en âge, c'est le personnage Pedro Peña, qui est joué par l'acteur Jovan Armand. Et sa version adulte, c'est DJ Cotrona. Et aussi, j'ai oublié de dire la version adulte, du coup, du petit frère slash meilleur ami du Shazam Junior, c'est joué par Adam Brody, que vous avez pu voir dans The O.C., ou également, si vous avez regardé cette série, d'ailleurs, je vous la conseille, c'est quoi Newport Beach, pardon, The O.C., et aussi dans Gilmore Girls. Et là, ouais, on a vu toutes les versions junior, toutes les versions adultes de ces personnages. Du coup, dans ce deuxième, ils sont vraiment tous super-héros et ils essayent de sauver leur communauté, de sauver les gens, d'être de super bons héros, sauf que... Enfin, là, c'est encore une fois, là, c'est pas moi, c'est les médias du film qui le disent. Ils sont un peu maladroits, ils sont un peu catastrophiques. On l'appelle je crois leur surnom, c'est les fiascos. C'est les super-héros du fiasco, quoi, en gros. Parce que d'après eux, les médias, les dégâts après qui sont causés, c'est causé à cause de ces super-héros. Sauf que moi, je me suis dit, mais ils exagèrent en vrai. Tout ce qu'ils font, c'est de sauver les gens. Certes, il y a eu des dégâts, mais c'est pas eux qui ont causé les dégâts. Genre, ils allaient faire quoi avec leurs super-pouvoirs? Ils allaient construire la ville en 2 secondes? Non, pas du tout. Donc ils ont un peu de mal aussi, ils ont un peu de mauvaise image, hein, ces super-héros. Pas parce qu'ils s'en vont, parce que du coup personne ne sait que c'est des enfants en vrai, mais parce que je pense que c'est pour le côté comique du film. Donc dans ce deuxième opus, ils ont malgré ça, Billy il essaye de motiver toutes les troupes à rester super-héros parce que aussi c'est des enfants, hein, normal. Ils ont envie de vivre soit leur vie d'enfant, soit leur vie d'ado, et leur vie de jeune adulte pour la plus grande. Et aussi parce que il veut que sa petite famille, sa petite troupe reste unie parce que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, lui, il a peur qu'on le chasse de la maison une fois qu'il va fêter ses 18 ans. Donc il essaye tant bien que mal de garder les liens soudés, que ce soit dans leur vraie vie d'enfant et aussi dans leur vie de super-héros. C'est son conflit intérieur aussi qui va peut-être un peu causer problème dans la bataille avec les filles d'Atlas, parce qu'évidemment, les filles d'Atlas, elles vont
vite deviné que les super-héros, ils se cachent quelque chose derrière et que c'est aussi des enfants. Et c'est pour ça que les deux plus grandes de ces déesses, qui sont jouées du coup, comme je vous avais dit, par Madame Helen Mirren et Lucy Liu, vont envoyer leur petite sœur, qui s'appellera dans le film Anthea, jouée du coup par Rachel Ziegler. Ils l'enverront en tant que cadeau. Parce que la Rachel Ziegler, elle a, je sais pas quel âge elle a, mais elle doit avoir le début de la vingtaine, je pense. Ouais, c'est une 2001, donc elle a 23 ans, elle va avoir 23 ans là, cette année. Donc elle peut passer pour une ado facile. Du coup, il l'envoie au lycée. Au tout début, on ne le sait pas. Mais on le saura un peu plus tard, c'est pas vraiment un spoiler, enfin c'est pas un gros spoiler. Mais ils vont se faire passer pour elle parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose, genre le Shazam, la version adulte, c'est pas sa version, sa vraie version, sa version finale, quoi, on va dire. Mais ça me rappelle un point, moi, qui m'embête un petit peu. Et là, je vais être honnête, ça m'embête mais en même temps, ça me rappelle qu'à l'époque, après peut-être parce que j'étais beaucoup plus jeune. Genre, je sais plus quand est-ce que c'est sorti Twilight, mais en gros, ça m'a rappelé un peu ça, et un peu le souci aussi qu'il y avait eu à l'époque aussi, j'imagine. Enfin, peut-être pas, vu l'époque que c'était, mais à l'époque où Buffy est sortie, le souci c'est que dans ce film, et un peu beaucoup comme dans Twilight et aussi comme dans Buffy, la déesse qui est jouée par Rachel Zegler, elle est censée avoir 6000 ans. Elle va au lycée, sauf qu'après se lie d'amitié et sage de faux amour pour piéger un des personnages de la version junior, sauf que lui, le personnage, est censé avoir 16 ans, tu vois. Donc moi, ce qui me cause souci et ce qui devrait causer souci, ce qui m'embête, c'est même si le corps du personnage a, on va dire, l'âge de l'autre partie du couple, entre guillemets, c'est pas parce qu'il a l'âge physique qu'il faut, mettre ça en image et qu'il faut inclure ça au scénario. Par exemple, là, cette déesse-là, elle a 6000 ans. Je sais pas quel âge il avait, le Edward, là, avec la Bella, mais il y avait bien au moins grand minimum des dizaines de décennies de différence, si ce n'est un peu plus d'un siècle. Et pareil pour Buffy, Angel et Spike, il y a au moins plus de 100 ans, je suis sûre, de différence entre les deux. Donc certes, physiquement, il n'a pas l'air d'avoir une si grande différence que ça, mais réellement, parce qu'on le sait, ça, en fait. Ce qui est ça, c'est que le souci, c'est qu'on ne le saurait pas tout de suite, ou on ne le saurait pas du tout. Ouais, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Il n'y aurait pas de souci, parce que du coup, on ne sait pas, du coup, ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire du mal, et ne peut pas faire du mal aux enfants. Mais ce que j'aime pas, c'est l'idée que... bon, ça, non, si j'allais vous le dire, mais non, ça va vous faire un trop gros spoiler. Mais du coup, la personne, elle est censée... Enfin, là, il y a quand même plus de 5000 ans de différence. Enfin, c'est de la pédophilie, suprême. Et parce qu'encore une fois, c'est à la limite de l'acceptable parce que encore une fois, physiquement, les deux personnages, ils ont le même âge. Mais je pense et je pense du coup que ça devrait pas qu'on devrait arrêter avec ce genre de personnage et de portrification, de mettre en portrait ce genre de truc, parce que ça perpétue pour moi un peu de cette idée de grandes différences d'âge qui ne devraient pas avoir lieu, et ça perpétue un peu des façons très moralement, extrêmement moralement discutables. Donc ça, c'est le seul point que je pense qui m'a vraiment un petit peu embêtée, même si encore une fois, physiquement, ils ont le même âge, et que c'est pas le souci, c'est juste que, au point de vue de l'histoire, 6000 ans, 16 ans, non, c'est trop. C'est trop parce que... Non, ouais, bref. Ça, je pourrais en parler longtemps de ce sujet, mais ouais, c'est quelque chose pour moi on devrait arrêter. C'est pas parce qu'ils ont le même âge physiquement que... Enfin, bref. Après, je sais qu'il y a certains... vu que c'est un DC, ce Shazam, c'est en fait, ce super-héros Shazam, ça fait partie de l'univers DC. Donc il y a le studio aussi qui est derrière, et les gros producteurs. Mais je pense, en tout cas, si jamais je me mets à la place des personnes, si jamais c'était moi, j'essaierais de faire en sorte que cette partie du scénario soit changée. Ce qu'on peut faire complètement, sans ce point. C'est un film assez comique, mais il y a beaucoup d'action, il y a des sujets un peu... Bon, ils en parlent pas du tout. Là, c'est vraiment moi, et je sais pas, mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui ont relevé ce petit point qui est franchement, en vrai, vraiment dérangeant.
même si encore une fois physiquement ça passe. Ça touche à des termes qui sont vraiment, vraiment sérieux. Donc le sujet de l'adoption, le fait d'être soit orphelin, le fait de l'abandon d'enfants, le fait de la vie en foyer d'accueil ou en famille d'accueil, aussi la précarité entre guillemets, parce que même si les parents... D'ailleurs, je parlais vite fait des parents qui sont joués par Martha Milans, par Martha Milans, on va dire Milans, excusez-moi si je prononce mal. Et aussi Cooper Andrews, et je voulais mentionner les parents parce que déjà ils sont vraiment vraiment bien. Si j'étais un de ces enfants dans le film, j'adorerais les avoir comme parents. Ils sont adorables, ils sont vraiment vraiment adorables. Et du coup, si je me dis si je le perçois comme adorable, c'est qu'ils ont extrêmement bien joué. Mis à part leur jeu d'acteur qui est vraiment très bon, c'est parce que le Cooper Andrews, vous avez pu le voir dans The Walking Dead. Il a joué le rôle, c'est le bras droit du roi. Pourquoi j'ai oublié son prénom au roi? William? Je sais pas pourquoi j'ai William en tête. Je crois pas que ça soit ça. Bref, il a joué dans The Walking Dead, il a joué le bras droit. Je suis sûre que si vous avez regardé The Walking Dead, vous avez pu voir, enfin vous voyez de qui je parle, le roi, celui qui a les dreadlocks, donc c'est pour ça aussi que je voulais le mentionner. Donc ça parle aussi de leur précarité, parce que même s'ils ont accueilli tout ce petit beau monde, et qui reçoivent des chèques du gouvernement, là je vais parler un peu de mon expérience, c'est pas parce que tu as un chèque du gouvernement, ou en l'occurrence, si vous êtes élevé par un parent principal, que vous avez la pension alimentaire, et bien cette pension alimentaire n'est pas forcément super élevée. Notamment si le parent qui donne la pension alimentaire, ou dans mon cas, s'il était une saisie sur salaire. Si le salaire il n'est pas autant élevé, la pension alimentaire elle va pas être non plus super élevée. Là c'est le cas de... C'était mon cas aussi. Bref, mais donc du coup, dans leur cas, malgré tout ça, malgré les aides du gouvernement, et c'est des parents aussi qui travaillent, c'est pas, ils roulent pas sur l'or, mais malgré tout ça, ils se démènent pour donner déjà un bon toit, de l'amour à leurs enfants, et leur donner une bonne éducation, et ça montre aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, voire pas du tout, qu'on peut pas s'en sortir dans la vie, et qu'on peut pas être de mauvaises personnes. Et c'est un très très beau message qui est passé à travers ces deux films, donc Shazam et Shazam 2, la rage des dieux, enfin là du coup des déesses en l'occurrence. Pourquoi ils ont appelé ça des dieux? Bref, oui, parce que c'est des déesses. Alors, un autre petit point qui m'a... vraiment, je pinaille, mais un autre petit point, moi, qui m'a fait demander pourquoi. Et, mais en même temps, pourquoi pas. Et pourquoi je dis que je pinaille, c'est parce que on en a parlé genre vraiment de vive voix, ça n'a été parlé, je crois, c'est pendant même pas une minute, genre quelques secondes. Il y a une allusion au tout début du film, c'est l'homosexualité d'un des personnages, enfin le personnage de Pedro. Qui est du coup joué par Jovan Armand. Donc il y a un moment, en fait, le groupe du coup de frères et sœurs, de super-héros, ils sont... pourquoi ça me fait rire, c'est parce ils ont, parce que ça me fait penser un peu à Narnia, ils vont dans leur caverne de super-héros à travers des portes, et dans la scène où Pedro a le courage de révéler son homosexualité à sa famille, donc il sort littéralement du placard, et il débarque dans la chambre, je crois que c'est dans la chambre des parents, et ils débarquent tous ensemble parce qu'ils sont en train de se faire attaquer, et il faut qu'ils visent vite, je crois, en gros... voilà ce qui se passe, on n'a pas le temps de tous les détails, mais en gros, voilà ce qui se passe. Et là, du coup, le Pedro, il en profite pour révéler son homosexualité. Et du coup, sortir littéralement et de manière figurée du placard. Donc, en vrai, ça, ce point-là, c'était assez bien choisi, assez bien fait. Mais pourquoi moi, je pignais sur ce point, c'est parce que, vu qu'ils nous en ont vraiment pas beaucoup parlé, et aussi parce que ça n'a aucune incidence sur le film, si ce n'est que l'acceptation des différences de chacun, parce que j'ai pas mentionné, parce que pour moi ça n'a aucune vraiment importance, mais tous les enfants, à part deux, en tout cas d'apparence physique, et les parents ont enfin pas de nationalité, ils ont tous la même nationalité, mais ils ont des origines et des ethnies différentes. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mentionné, mais du coup ils sont tous différents déjà, physiquement plus ou moins, et aussi du coup des différences là avec, j'imagine peut-être
avec la sortie de placard de Pedro, ça parle aussi des différences en termes d'orientation sexuelle et romantique. Mais pourquoi je veux pinailler un petit peu, c'est parce que ça n'a aucune incidence sur le reste de l'histoire. Ils auraient très bien pu faire sans... Et pourquoi je dis ça et pourquoi en vrai je dis vraiment ça aurait pu vraiment aucune importance, c'est parce que ça n'influence aucune des autres actions. C'est-à-dire que ça arrivait un peu cette révélation comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment, ça changeait rien du tout dans le film. Ils ont juste dit, en fait, les personnages, mais on est déjà au courant. Enfin, on le savait déjà, enfin, on avait deviné. Enfin, en gros, c'était en mode, ouais, on s'en fiche, et puis ça y est, il passe très vite à autre chose. Donc ça... Parce qu'en fait, les acceptations de toutes les différences, vu que les enfants et les parents, ils ont pas les mêmes origines ethniques, enfin, ils auraient très bien pu faire sans ça, et si jamais il y a un Shazam 3, j'espère qu'ils en reparleront un petit peu plus, mais ou en tout cas que ça aura peut-être une importance sur le scénario et sur les actions de ce qui se passe dans le film. Parce que pourquoi aussi je veux pinailler, c'est parce que ce cheveu sur la soupe, en fait, moi, m'a semblé donc c'est très bien qu'il y ait ça et qu'il parle et qu'il mette en image là, en l'occurrence, du coup, des super-héros homosexuels. Mais j'ai l'impression qu'ils se servaient un peu de cette communauté, que c'était un peu un point, le chevet sur la soupe, mais version marketing. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage si c'était le cas, parce que pourquoi je sais pas avec certitude évidemment, mais pourquoi j'ai trouvé ça dommage, c'est parce que du coup, moi, ça m'a donné l'impression, et évidemment ça n'engage que moi, l'impression que c'était vraiment utilisé parce que, mais là, c'est pas vraiment que moi, c'est vraiment cette révélation n'a aucune incidence sur le reste de l'histoire. Il y aurait pas, ils se ressembleraient tous déjà physiquement. Là, oui, ok, ça aurait pu être bien pour rajouter au fait qu'ils s'acceptent tous malgré là peut-être leurs différences socio-économiques. Mais là, c'est pas le cas et du coup, j'ai trouvé ça dommage et que c'est un peu l'utilisation, genre on va mettre là pour faire plaisir aux gens, pour se servir, pour peut-être ramener un peu des gens de la communauté LGBTQ+. Mais bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais là vraiment, comme je dis encore une fois, je pinaille sur ce petit point. Et aussi, quelque chose que j'ai bien aimé, mis à part le second degré de la révélation pour le coup de l'orientation sexuelle ou peut-être romantique du petit Pedro, c'est que dans la portrification, dans la mise en portrait des enfants qui se transforment en super-héros et qui deviennent adultes, parce que les personnages, même si du coup dans leur version senior et adulte de leurs super-héros, ils gardent leur comportement enfantin. Par exemple, le personnage de Dara Dudley, qui est la toute petite fille, elle doit avoir peut-être 7-8 ans tout au plus, elle garde encore les réactions d'enfant. À adorer les bonbons, à adorer les licornes, à avoir les comportements de petite fille, le parler d'une petite fille, et aussi du coup pour les autres qui sont un peu plus âgés et les ados. Et pour moi, ça met en lumière la légèreté qu'il devrait avoir en tout cas dans l'enfance. Ça la met en lumière, mais aussi ça la contraste avec la difficulté de la vie d'adulte de super-héros, mais aussi de la vie d'adulte de leurs parents. Mais aussi ça met en lumière un tout petit peu le côté sombre que certains enfants peuvent avoir. Je reviens du coup un peu sur un des messages qui pour moi passe à travers ce film, qui est les difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer, notamment quand elles sont abandonnées par leurs parents, quand elles deviennent orphelines. Donc la sombricité, j'adore créer des mots, j'adore adorer de créer des mots. Donc le côté sombre que la vie peut prendre malheureusement beaucoup trop tôt. Et aussi un point que je voudrais, enfin là c'est pas un spoiler, mais vraiment rester jusqu'à la fin, parce que les crédits de fin sont vraiment extrêmement bien faits. Et il me semble, si je me souviens bien, c'est une animation. Et elle est très... En fait, rien que l'animation, ça pourrait être en fait comme un conte et un court-métrage en soi. Ça pourrait être vraiment un truc vraiment à part. Je vais vous parler, non, principalement non, premièrement de la franchise. Donc Evil Dead, c'est un film supernaturel qui se passe en gros avec le film, non, avec un livre qui est, j'allais dire entre guillemets, oui, un petit peu, qui est un peu possédé, qui renferme des pouvoirs maléfiques et des pouvoirs de démons. Et si tu ouvres ce livre, si tu le touches, et dans ça va être le tout dernier, le 5e, dans Evil Dead Rise, si tu joues aussi, parce que dans Evil Dead Rise, il
quelqu'un retrouve aussi, en plus du livre, des vinyles qui enferment l'analyse et c'est un peu c'est des mémoires audio d'un prêtre, il me semble, qui découvre ce livre et qui veut savoir ce qui renferme, si c'est bon, si c'est mauvais, en même temps, vu la gueule du bouquin, parce qu'il a un peu des dents, des crocs sur les côtés en guise de fermeture. Évidemment que ça va être mauvais. Évidemment aussi, l'église va l'en dissuader, il va dire non, lui il va en faire qu'à sa tête, il va lire ce qu'il y a sur le bouquin pour en gros faire... La chose lui a dépassé le bon sens, enfin dépassé son bon sens et son sens commun. Et après qu'il va vite se rendre compte qu'en fait, bah non, les démons ils sont pas là pour rigoler, c'est vraiment mal, sauf qu'il va s'en défaire. Le seul moyen c'était de renfermer, je ne sais comment, je ne sais plus, dans le lit, et en gros faut le laisser enterrer, et du moment que plus personne n'y touche, normalement tout va bien. Sauf que là, dans le film qui nous intéresse ici aujourd'hui, en ce samedi, beau samedi après-midi, ce qui nous intéresse, c'est Evil Dead Rise. Du coup, le 5e opus de ce film. En fait, ça commence un petit peu par la fin. Oui, non, j'allais dire entre guillemets, ça commence vraiment par la fin. Donc du coup, ça commence avec un peu un classique du film d'horreur. Je crois que c'est un trio qui est dans la forêt. Ils sont dans une cabine et il y en a deux qui sont à côté d'un lac. Il y en a un qui va pour se baigner, il y en a une qui est juste là pour prendre l'air et qui lit un bouquin et qui écoute de la musique. Et ils sont là, ils rigolent, et puis après il y a celle qui lit le bouquin retourne à l'intérieur pour voir sa cousine qui est malade, parce que je crois aussi le gars qui s'ébène, c'est son copain, il a dit des commentaires un petit peu pas très sympas envers sa copine. Mais là commence où, dans cette cabine qui est au milieu de la forêt, enfin pas très loin en tout cas, au milieu de nulle part, ça commence avec celle qui est malade. En fait, elle est pas... Enfin, si, elle est malade, mais du coup, elle est malade parce qu'elle est possédée. Et là, il y a une scène. Malheureusement, celle qui est, je crois, c'est sa cousine. Il y a une scène, en gros, je vais vous dire. Mais attention si vous êtes sensible. Pour ce film, Evil Dead Rise, il faut pas, âme sensible, s'abstenir, vraiment. Parce que dans une de ces premières scènes, la personne, elle se fait scalper. La personne qui est possédée, là, elle l'attrape par les cheveux, et vraiment, son crâne, son scalp, s'est retiré de son crâne. Enfin, oui, ses cheveux qui est du coup sur le scalp, et c'est vraiment, là, c'est ensanglanté. Il y a du sang à gogo dans ce film, notamment une scène, sans vous dire à quel moment ni pourquoi, une scène avec balle de sang. Et là, pour moi, c'est un clair hommage au Shining, à la scène de l'ascenseur, où il y a, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il y a tout un fleuve de sang, toute une vague de sang qui s'en déverse. Et c'est très sanguin. C'est le cas de le dire, c'était très sanguin. Et ça commence sur les chapeaux de roue Evil Dead Rise, qui est sorti en 2023. Et après cette petite scène, il y a aussi les crédits de début qui annoncent le commencement en gros du film. J'ai trouvé aussi très très beau, parce que du coup c'est un des personnages qui se retrouve à nouveau dans la flotte, je crois, et ce personnage-là se lève, pas se téléporte, comment on dit, lévite au-dessus de l'eau, mais un peu plus assez bien élevé. Et là, t'as le titre du film qui sort de l'eau ici. Il y a un genre, comment on appelle ça? Un surpassage, bref, ça se transforme, et je trouvais ça assez joli. Donc ça commence comme ça, et après ça retrouve d'autres personnages qui en fait s'y se retrouvent aussi. Ça sera des personnages principaux qui sont deux sœurs. Une des sœurs qui est une mère de famille qui a 3 enfants et qui se retrouve dans un... Alors je me suis demandé comment ils se font pour se retrouver dans cet appart-là, parce que j'avais cru comprendre dans ces films que c'est aussi un peu comme dans Shazam 2, c'est pas une mère de famille qui a beaucoup de moyens, mais ils se retrouvent quand même, enfin pour moi, peut-être parce que j'ai peut-être des critères d'appart qui sont peut-être pas si élevés que ça, mais ils se retrouvent quand même pour moi, pour une famille de 4, du coup plutôt dans un bel appart. Un appart en tout cas aux allures agréables, et avec qui a de la place pour tout le monde, quoi. Et il y a sa sœur, à elle, qui rend visite à sa petite sœur, ça fait longtemps qu'elles ne sont pas vues. Elle a un petit souci, l'autre sœur, celle qui débarque dans le bel appart, elle a besoin de faire une pause, parce que je pense dans son travail, c'est ils n'ont pas précisé, en tout cas j'ai pas très bien compris ce qu'elle faisait, mais elle travaille dans la musique, dans les concerts, je crois qu'elle n'est pas stage manager, elle doit être pas Roddy non plus, mais bref, elle travaille avec des groupes, elle est souvent et vachement sur la route en tournée, quoi.
sans être elle musicienne, elle va être manager de quelque chose. Et elle a besoin de faire une pause parce que c'est un rythme de vie assez acharné, assez, comment dire, hectique. Donc un rythme de vie assez acharné, et aussi parce qu'elle découvre qu'elle est enceinte, donc elle a besoin de, de souffler un petit peu. Parce que du coup, elle est assez perdue, elle sait pas quoi faire. Sauf que leurs retrouvailles sont assez perdues, parce qu'il y a aussi des soucis de famille de leur passé. Malheureusement, elles se voient pas assez... mais elles se parlent assez quand même, enfin régulièrement, j'ai cru comprendre. Du coup, leurs petites retrouvailles sont interrompues par une possession de la mère de famille, qui possédait parce que il y a un de ses enfants qui a eu... ah oui, parce que... qui a eu la bonne idée après un tremblement de terre. Elle avait envoyé ses deux aînés aller chercher, il me semble, c'est des pizzas, à voir ses enfants avec la plus petite. Elles avaient envoyé chercher des pizzas et des boissons. Donc ils sont dans le garage avec la voiture, ils vont pour la garer. Et là, il y a un tremblement de terre, donc ça se doit passer en Californie, j'imagine. Donc il y a un tremblement de terre, et dans le garage, il y a un bout du garage qui s'ouvre, et tu peux voir qu'il y a encore en dessous de ça un sous-sol. Et là, il y a le garçon qui a la bonne idée d'aller dans ce sous-sol. En vrai, j'aurais fait la même chose, hein, sans doute. Parce que tu vois qu'il y a des choses, et qu'il y a genre des pièces, et qu'il y a encore des meubles, et qu'il y a peut-être aussi des objets. En vrai, parce que j'adore explorer, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Au moins, j'aurais été en exploration, parce que j'adore collecter, je suis une petite collecteuse. Donc j'aurais été en exploration, voir si je pouvais pas collecter, même si en vrai, si vous faites des explorations, il faut rien toucher. Déjà parce que on sait jamais si les personnes peuvent revenir, mais aussi surtout là, dans le film qui nous intéresse et dans les cas de possession, et dans les trucs supernaturels et surnaturels comme ça, il faut jamais toucher aux objets. Faut les laisser là où ils sont. Si tu vas faire après, fais tes choses pour te nettoyer des mauvaises énergies, des mauvais esprits, mais ne fais pas comme cet enfant a fait. Ne prends pas le livre et les vinyles, parce que c'est ça qui va faire que il va... je crois, c'est plus... Oui, ça, il va se blesser en essayant d'ouvrir le bouquin, et c'est la goutte de sang. C'est comme ça que le livre peut s'ouvrir, c'est avec le sang. Et d'ailleurs, à l'intérieur, c'est un imprimé qui est fait à partir, mais surtout que à base de sang. Donc tous les dessins, toutes les écritures, ça a été fait, écrit et dessiné avec du sang. Donc tu l'ouvres comme ça, et aussi, donc il feuillete le bouquin, mais aussi c'est qui réveille en gros les démons et les super méchants de ce bouquin, qui sont enfermés là-dedans, et qui sont attachés à cette avec cette relique de la mort, entre guillemets. C'est parce qu'il y a le prêtre, du coup, que je vous parlais un petit peu au début, s'est enregistré, qui a mis ça sur des vinyles, et ça a été mis en gros en coffre-fort, et il le dit à la fin du dernier vinyle. Et qu'il aurait dû écouter en entier avant de... Bref. Ah non, quoique, ils auraient pas pu empêcher le réveil du démon. Bref. Mais du coup, elle le dit à la fin, en gros, il fallait vraiment que ça reste enfermé, que personne n'y touche. Et du coup, c'est comme ça qu'il réveille, et que sa mère se fait posséder, mais de manière bien vénère. C'est vrai, c'est assez gore, mais à un moment d'une de ses possessions, enfin d'une de ses possessions, au moment de sa possession, ce qui se passe aussi dans l'ascenseur, ça c'est avant la déferlance de la vague de sang. Donc elle se fait posséder dans l'ascenseur, parce qu'il me semble je crois qu'elle était partie à la laverie, et elle se fait enfermer du coup dans l'ascenseur, qu'elle n'aurait pas dû prendre, parce qu'il y a quand même eu un tremblement de terre. Elle se fait posséder là-dedans, et c'est un peu... Elle se fait... Parce qu'en plus, il y a des fils qui pendent, des fils électriques, elle se fait attacher un peu par les poignées, chaque poignet, et aussi par les jambes. Elle se fait attacher avec les fils électriques, parce qu'évidemment, le démon a pris possession des fils électriques, donc elle se fait attacher par ça, et elle se fait un petit peu, pas écarteler, un petit peu quand même, mais pas trop quand même, mais de telle façon que ses os cassent, et que ça fait vraiment, genre déjà très osseux et très squelettique, qui est aussi du coup un symbole de la mort, mais très aussi possédé et démoniaque. Et pourquoi j'ai bien aimé cette scène aussi, c'est parce que, pas parce que les possessions c'est bien, évidemment c'est très mal, mais c'est parce que il y a une partie de la scène, enfin c'est vraiment rapide, mais ça a duré suffisamment longtemps pour que je trouve ça beau, c'est parce que c'est une question de contraste tout simplement, et de jeu de lumière. Il y a un moment de la scène où il me semble qu'elle est agenouillée, la mère elle se retrouve agenouillée à ce moment-là, avec la tête un peu en arrière, et elle crie. À ce moment-là, tout ce qui est autour d'elle est noir, et elle est éclairée, et sa peau est là juste parce que c'est important pour le jeu de lumière. Sa peau, enfin pour moi c'est important, sa peau qui est beige, elle est éclairée de sorte que elle-même elle reste en lumière, et ce qui représente enfin ça fait un contraste avec la possession que j'ai trouvé, enfin
le côté sombre de la possession que j'ai trouvé assez beau. Ça allait bien ensemble parce que c'est pas vraiment noir, enfin c'est pas noir noir, pour moi il y avait une petite note de vert. Bref, j'ai trouvé ça. Je sais pas, est-ce que ça vous appréciez ce genre de choses? J'ai l'impression parfois d'être un peu un peu la seule à remarquer ce genre de truc. Pourquoi? Enfin, c'est pas non plus hyper important, mais c'est agréable. C'est pas désagréable. Les couleurs, les jeux de couleurs de colorimétrie. Mais du coup, on va passer maintenant pas au prochain film, mais du coup ce film-là qui est très bien, mais qui a été rendu possible en partie du coup par les acteurs. Mais on va passer d'abord par le réalisateur, qui est Lee Cronin. Ou Cronin, j'imagine, peut-être en anglais. Et Lee Cronin a aussi écrit le scénario de ce film, qui est du coup un scénario très 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 bien fait. Et pour moi, pourquoi je dis ça que ça a été très très bien fait, c'est parce que pour moi, le scénario est tout aussi, si ce n'est plus important, et je dis pas ça parce que je fais des études de lettres, enfin j'ai fait littéraire, et oui, mon diplôme que je vais avoir au mois de juillet, parce que oui, je vais l'avoir mon diplôme, parce que du coup j'ai fait une licence en anglais, c'est Creative Writing, donc c'est pas écrit d'invention, c'est un peu un équivalent de LEA, quoi, en gros. Je dis pas parce que j'ai fait des études là-dedans, mais parce que pour moi, vraiment... Enfin, en vrai, c'est une question pour moi de logique. Si, dans la plupart des cas, et pour moi, la plupart équivaudraient plus ou moins à 98, voire 99% des cas, si le scénario, en gros, c'est de la merde, le réalisateur, ça a beau être le meilleur réalisateur du monde, il pourra pas faire grand-chose. Peut-être qu'il pourra sauver les meubles, mais ça sera vraiment genre le minimum. Il faut vraiment que le scénario soit en tout cas solide, si ce n'est bon. Le scénario est mis en vie du coup par Lee Cronin et par les acteurs. La personne possédée principale de ce film, qui est la mère de famille, qui s'appelle Ellie avec 2 L, I-E, qui est jouée du coup par Alyssa Sutherland, qu'on a pu voir dans Vikings. Un de ses fils, non, il n'y en a qu'un des fils. Oui, il n'y en a qu'un des fils. Son fils qui s'appelle Danny, est joué par Morgan Davis, que vous avez pu voir récemment, je pense à mon avis tout le monde, si ce n'est vraiment la plupart des gens, ont regardé le live action de One Piece, il a joué là-dedans. Il a joué le rôle de celui qui veut être Marine, qui veut rejoindre la garde de Marine. Sa petite sœur, celle qui est... l'enfant du milieu, Bridget, est jouée par elle, Gabrielle Eccles, que vous avez pu voir aussi dans le film Réminiscence. Et leur petite sœur qui s'appelle Cassie, est jouée par Nell Fisher, que vous avez pu voir aussi dans North Spurs, L'amour au choix, qui est sorti également l'année dernière, et dans Bookworm également. Et la sœur de la mère, la sœur de la mère est jouée, elle, par Lily Sullivan, pardon, que vous avez pu voir à part dans Evil Dead Rise, vous allez voir dans Evil Dead Rise, elle est jouée dans Monolith, I Met a Girl. Alors là, je vais revenir sur un point, après, c'est peut-être parce que le personnage en soi, il est jeune. Mais c'est pas un jeune quand même, c'est quelqu'un qui est très musicophile. Encore une fois, je n'ai pas le mot, mais il adore la musique. C'est un musicien dans l'âme, ou en tout cas quelqu'un qui un aficionado de la musique. Donc, et aussi un peu pas... Enfin, je lui donne un peu... Il m'a donné l'impression un peu d'un petit rocker. Donc généralement, là, je fais vraiment une généralité. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais généralement, en plus, surtout à cet âge-là, pas que tu t'intéresses, mais au moins tu as des petites connaissances, si ce n'est que par les films et les séries, de petites connaissances du supernaturel. Là, il se retrouve dans une pièce où le machin, après, qui va ouvrir, qui va trouver, la pièce, il y a je sais pas combien de crucifix, mon cher, qui sont pendus au plafond, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de crucifix, parce que déjà, je pense il a été accusé, sa curiosité a un peu éveillé, il était très réveillé, il a été accusé par sa curiosité, son comportement. Mais en gros, c'est pour dire, passer le message, si jamais vous voyez plein de trucs entourés de crucifix, passez votre chemin, rebroussez chemin, retournez en vous, parce que là, vraiment, c'était un signe, tu n'aurais pas dû. C'est un peu dans ce film, c'est aussi quand vous regardez des films d'horreur, quand vous lui dites, et ça m'a fait ça avec le dernier film d'horreur, que je crois que c'est une série d'horreur dont je vais vous parler un peu plus tard, dans un autre épisode. Vraiment, t'es tellement à fond dedans, mais tu dis, mais non, ne va pas là, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, arrête! Et là, c'était vraiment ça, mais non, mon petit Danny, ne fais pas ça, vraiment. Enfin, oui, c'est un signe. Enfin, oui, c'était vraiment. En plus, le livre est vraiment douteux. Tu vois que tout est rouge. Vraiment. Il faut pas trop chercher la merde non plus, hein. Et en plus, à voir si
le livre, et il y a l'inscription, ah, mais il va y avoir aussi, mais le livre, c'est le livre des morts. Ça porte, enfin, ça porte bien son nom, non? Et pour finir ce 4e épisode de votre podcast préféré sur les séries, films, télé, oui, sur les séries télé et les films d'horreur, de drama, mais un petit peu de comédie quand même, on va passer au prochain, qui est un documentaire qui s'appelle, enfin une série documentaire qui s'appelle You Are What You Eat, a Twin Experiment. Donc You Are What You Eat, The Twin Experiment, c'est une série documentaire de 4 épisodes qui nous vient de Netflix, qui est sortie, je crois, cette année, donc c'est-à-dire 2024, qui a été réalisée par Louis Psihoyos, et il me semble que la société de production, comme me le dit Google, c'est The Oceanic Preservation Society. Et ce film, You Are What You Eat, ce film série documentaire, c'est une série, enfin un documentaire qui, pour moi, va vous parler en gros de pourquoi c'est bien d'être vegan. Là, je vais pas donner, après si j'ai mon avis sur la chose, mais je vais pas vous influencer sur oui ou non c'est bien d'être vegan. Tout le monde a ses raisons pour avoir un certain régime alimentaire, mais ça vous parle des bienfaits et aussi un petit peu, pas des méfaits, mais pour moi, justement, j'ai pas envie d'influencer et de donner trop mon avis sur le sujet, même si j'ai bien aimé ce documentaire. Mais pourquoi je vais donner un petit peu mon avis, c'est que ils ont pas vraiment... Après, peut-être parce que aussi c'est un documentaire qui est pro-vegan, donc il va pas donner non plus tous les mauvais effets que le végétalisme peut avoir, que le véganisme peut avoir sur nos corps et aussi sur la planète. Ils vont faire la comparaison avec le régime omnivore, donc c'est un documentaire qui se passe aux États-Unis, donc ils vont faire la comparaison avec le régime omnivore. Et ils vont dire, dans le régime omnivore, ce qui est bien, c'est ça, ça, ça. Par contre, vous manquez ça, ça, ça. Au niveau des nutriments, notamment. Avec le régime végétalien, ce que vous avez ça, ça, ça. Par contre, ce qui vous manque en termes de nutriments, c'est ça aussi. C'est ça et ça et ça et ça. En gros, vous avez plus facilement ça avec un régime omnivore, c'est vrai. Mais par contre, c'est pas parce que vous êtes végétalien que vous allez manquer de ces choses-là. Et pourquoi ça s'appelle A Twin Experiment? C'est parce que c'est le fil, enfin un des fils conducteurs, parce que ils disent un Twin Experiment et c'est un peu comme ça que ça commence. Ils ont parlé de, je crois au début, de 23 paires de jumeaux, mais les jumeaux principaux, il y a 1, 2, 3, 4, donc il y a 4 paires, donc 8 personnes, ça suit 8 jumeaux, c'est eux les acteurs principaux qu'on va suivre, en tout cas en film. Donc ils vont suivre donc plusieurs jumeaux, c'est pour une vraie étude qu'ils ont faite sur l'impact que le régime alimentaire peut avoir sur notre vie, et déjà sur notre vie de tous les jours, mais aussi sur notre corps et sur notre santé. Et pourquoi ils vont suivre des jumeaux? Ça va être des jumeaux identiques, donc le point identique est très important ici, parce que de ce qu'ils disent dans ce documentaire, dans ce film, c'est que les jumeaux identiques sont tellement identiques qu'ils ont normalement le même ADN, et ça sera plus facile de savoir si le régime omnivore, et c'est la version saine du régime omnivore, pas la version américaine du régime omnivore, qui est malheureusement beaucoup chargée de malbouffe et aussi surtout de produits transformés, principalement de ça. Donc ils vont suivre ces jumeaux, et ce qu'ils vont faire dans l'étude qu'ils ont menée, c'est qu'ils vont séparer, pas les séparer physiquement, mais ils vont séparer leur régime alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a un jumeau sur les deux qui va devoir adopter pendant 4 semaines le régime végétalien, et l'autre qui va devoir garder, ou alors adopter, si la personne est végétalienne, qui va devoir adopter, ou en tout cas manger que de façon omnivore. Et ces jumeaux, je vais vous donner leur prénom parce que c'est des vraies personnes, pour le coup c'est pas quelque chose de faux, ça suit vraiment une vraie étude et des vrais gens. Donc il y a deux paires de garçons, la première paire, première paire qui est écrite sur mon carnet, c'est une paire de jeunes garçons, qui sont au début de leurs études universitaires, je crois, qui sont en études universitaires, John et Devon. John, lui, va suivre le régime vegan,
Devon, lui, va suivre le régime omnivore. L'autre paire de garçons, c'est Charlie, qui va suivre, lui, le régime vegan, et Michael, qui va, lui, suivre le régime omnivore. Et leur particularité, pardon, c'est que aussi toutes ces paires ont une particularité chacune. C'est que, du coup, comme je vous ai dit, les deux, ils sont assez athlétiques. Et pourquoi j'ai mentionné qu'ils ont leur particularité, et aussi c'est mentionné dans le documentaire, et c'est pour ça que c'est important de le mentionner aussi, c'est parce que quand on est athlète, eux, ils sont vraiment, genre, ils font du sport vraiment, vraiment beaucoup. Ça se voit déjà à leur corps, même s'ils sont assez petits de taille, ça se voit, c'est des sportifs, et c'est des sportifs, je dirais peut-être même de haut niveau. Ils leur font un certain dose de nutriments et une certaine dose de nourriture et de calories. Et ce qui est intéressant avec cette paire de jumeaux, ce qui a été intéressant à suivre, c'est que tu vois les petites différences et les impacts que le régime végétalien ou le régime omnivore peut avoir sur l'avancée sportive de chacun. Et parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a beaucoup qui disent que quand tu es végétalien, en tout cas, tu peux pas avoir autant de gains musculaires que quelqu'un qui mange de la viande. Et ils vont essayer de débunker un peu tout ça, mais de façon, j'ai trouvé que tout de même un petit peu neutre et en tout cas tout du moins transparent, et je vais en reparler un petit peu après. Du coup, ce qui est la particularité de la paire de Charlie et Malcolm, c'est que ces gars, ils sont connus pour être les cheese guys, donc les gars qui sont amateurs de fromage. Leur passion à eux, c'est le fromage. Et qui dit fromage, dit lait de vache. Et forcément, quand quand Charlie va devoir suivre le régime végétalien pendant 4 semaines, c'est quelque chose. Ça va être un crève-cœur pour eux. En tout cas, pour un des deux. L'autre paire, donc c'est là, on va passer à la paire des filles. Donc là, c'est la paire qui est Wendy, qui elle va suivre le régime omnivore, et Pam, qui elle va suivre le régime végétalien. Et elle, leur particularité, c'est qu'elles sont chefs. C'est des chefs de cuisine. Elles travaillent en cuisine. Donc, en cuisine. Une des choses qui est bien, une des choses qui est très importante à faire, c'est de goûter ta nourriture. Elles travaillent avec elles sont sud-africaines, et elles font de la cuisine un petit peu, elles essayent de faire, pas un truc fusion, mais elles essayent d'incorporer de leur culture dans leur restaurant. Et il y a beaucoup de produits d'origine animale. Et du coup, quand tu es chef, pour savoir ce que tu cuisines est bon, faut que tu goûtes. Sauf que, évidemment, là, ça va être pas, elle pourra pas goûter. Parce que elle va devoir suivre vraiment pendant ces 4 semaines. Et aussi, point important que j'ai oublié de mentionner, excusez-moi. Donc pendant les 4 semaines, en fait, ce qui se passe, 4 premières semaines, c'est une étude qui dure sur 8 semaines. Mais dans les 4 premières semaines, le régime est imposé, c'est-à-dire donc il leur impose soit le végétalianisme, soit l'omnivorisme, et aussi il leur livre tous les repas, donc du petit-déj, en passant par le déjeuner et le dîner, et les snacks aussi, je crois. Donc il leur impose, et genre il les guide un peu avec ça. Et après, les 4 dernières semaines, ils doivent toujours garder le régime qui leur a été assigné de manière normalement aléatoire, pour voir si en cuisinant d'eux-mêmes, il y a des changements par rapport aux 4e semaine, au changement au niveau corporel. Parce qu'après, évidemment, ils sont suivis de manière médicale. L'autre paire, c'est Caroline et Rosaline. Et elles, leur particularité, en tout cas, je sais plus c'est laquelle. Caroline, elle, c'est celle qui va être végane, et Rosaline, c'est celle qui va suivre, qui va garder en tout cas le régime omnivore. Leur particularité, il me semble, c'est parce qu'une d'entre elles a un mode de vie qui est assez compliqué, c'est qu'elle est prof, en fait. Et pourquoi j'ai compliqué? Parce que déjà, c'est physique, elle est debout toute la journée, enfin, la plupart du temps. Et c'est pas un métier en général qui demande, en tout cas aux États-Unis, je pense dans le monde entier en vrai, c'est un métier qui est vachement demandeur en termes d'heures. Donc t'as pas forcément le temps de cuisiner les bons petits plats pour s'assurer, en tout cas en termes de végétalisme. Je crois que c'est peut-être Caroline du coup, pour t'assurer que tu as tout ce qu'il faut et que tu manges pas que ça soit du coup pour la personne omnivore, si c'est elle, que tu manges pas, enfin tu tournes pas dans la malbouffe quand tu seras laissé entre guillemets tout seul les 4 dernières semaines. Comment ils seront suivis? C'est 8 personnes, 4 et 4, 8, oui c'est ça. Donc comment elles seront suivies ces 8 personnes? Donc ils vont suivre, ils vont faire en gros 4 tests. Ils vont faire les tests de la composition corporelle. D'ailleurs, petit point pinaillé, et ça c'est vraiment un truc que je comprendrai jamais, et ça m'arrivait tellement de fois, je pense que ça a dû vous arriver aussi, quand vous allez chez le médecin, que vous devez être pesé. Ça a dû déjà aussi vous arriver quand on vous pèse, mais de debout, mais qui retire pas le poids de vos vêtements et qui garde le poids de vos vêtements. Et c'est pourquoi un moment ça m'a énervé. Je sais que ce que je porte, ça pèse au moins genre 500
grammes, voire 1 kilo si je portais un jean. Et ça m'est déjà arrivé d'être pesée avec un jean. C'est des trucs qui pèsent beaucoup. Et rapport, parce que non, malheureusement, c'est un truc qui est encore utilisé et qui est trop utilisé. Bon, c'est un peu un indicateur, mais pour certaines catégories de personnes, et là je vais me prendre un exemple, c'est un peu inutile, c'est l'IMC. Pour calculer l'IMC, 500 grammes, 1 kg, excusez-moi, mais ça a beaucoup d'importance et ça a un gros impact. Par exemple, pourquoi je vais faire une aparté sur ça et pourquoi je trouve que parfois c'est carrément inutile, c'est mon IMC à moi, alors que je fais du sport et que je mange, on va dire, plus ou moins correctement, de manière saine. Je fais du sport quasiment tous les jours de la semaine, donc ça fait 5 jours sur 7. Mon IMC me dit que je suis en surpoids, alors que pas du tout. J'ai un corps assez... j'ai des formes, certes, j'ai un bon dombolo et j'ai des bonnes hanches, parce que j'ai le bassin large, en vrai. Bref, mais parce que je fais du sport, du coup, mon muscle pèse. Forcément, il pèse plus que mon gras, quoi. Et parce que j'ai la taille et parce que, forcément, en fonction de tes origines ethniques, les muscles et le gras ne se répartissent pas forcément de la même façon que tout le monde. Bref, tout le monde a des différences et donc l'IMC c'est un peu biaisé et malheureusement c'est pas super utile. Mais dans leur premier test qu'ils vont faire, du coup ils vont les peser, calculer leur IMC, peser en même temps tout habillé. Bref, ils vont ils vont les peser, ils vont les mesurer. Ils vont aussi faire un test et un suivi avec leur microbiome et leur microbiome. C'est pour suivre la santé de leur intestin et de leur digestion. Dans l'intestin, toute la partie du ventre. Et ce test, c'est un test de sel. Et le sel, c'est l'autre terme un peu plus joli, on va dire, pour dire excrément, pour dire caca. Donc, ils vont devoir, ces personnes, et tout, c'est pas que ces 8 personnes, mais tous les autres jumeaux qui prennent part à cette étude, ils vont devoir fournir de toute leur personne, littéralement. Donc, de leur excréments, mais aussi, ils vont faire une analyse d'urine et aussi de sang. Ils vont faire aussi, du coup, avec l'analyse de sang, ils vont étudier et analyser leur épigénome, qui est l'étude, en gros, et l'analyse de l'horloge biologique et de la façon dont on utilise, on met à bon escient ou non nos gènes. Et avec ça, ils vont calculer leur âge biologique par rapport, en contraste avec leur âge chronologique. Par exemple, moi je suis née en 91, mais ça se trouve mon corps il est peut-être un peu plus vieux ou il est peut-être un peu plus jeune que mon âge réel. Ça peut être influencé par déjà notre mode de vie, si on est plus ou moins actif, par rapport aussi si on fait du sport. Quand je dis faire du sport, ça veut pas dire forcément aller à la salle, mais ça peut aussi vouloir dire faire des marches. Par exemple, tu marches pour aller au travail. Marcher, par exemple, là en ce moment je marche pour aller au travail, ça me fait au moins bien 30-40 minutes de marche tous les jours, sans que j'aille à la salle. Donc ton niveau d'activité, ton niveau de sédentarisme par rapport à ton travail, et aussi l'alimentation. Parce que de ce qu'on mange, il y a certains trucs qui peuvent, et aussi si on fume, si on boit, etc., si on boit du café, que ce soit alcool, j'entends, si on boit aussi du café, ça peut malheureusement vieillir les cellules de notre corps et aussi nous rendre un peu plus vieux intérieurement. Et le dernier test qu'ils vont faire, donc il y a 4 tests en tout, le dernier test qu'ils vont faire, c'est pour leur fonction cérébrale, parce qu'il le précise là dans ce petit documentaire. Pourquoi c'est important? Parce que de ce qu'ils disent, le cerveau prend 25% de l'énergie totale qui est générée par le corps et dont le corps a besoin. Donc c'est évidemment, ça tout le monde le savait je pense, c'est l'organe le plus important du corps, en tout cas qui est le plus énergivore. Énergivore, moi ça doit être un mot, énergivore. Donc You Are What You Eat, ça suit donc tous ces jumeaux à travers ces tests, donc avec l'influence de leur régime alimentaire, que c'est à voir si à la fin de ces 8 semaines il va y avoir une différence sur leur composition corporelle, sur leur santé du microbiome, leur santé au niveau viscéral des intestins, mais aussi au niveau de leur âge biologique, s'ils vont avoir rajeuni ou au contraire vieilli entre guillemets, avec leur régime soit végétalien ou soit omnivore, mais omnivore de manière saine, pas l'omnivore, le régime standard américain, qu'ils appellent d'ailleurs, ils en parlent dans le premier épisode, l'acronyme, je crois c'est le terme qui est souvent appelé, il y a quelqu'un qui le dit, je crois que c'est un des docteurs, qui dit, on appelle souvent le régime américain le Standard American Diet, ou SAD pour faire court. SAD qui est triste en anglais parce qu'il y a beaucoup de trucs transformés, beaucoup trop de trucs transformés dans le régime classique entre guillemets américain. Donc ça les suit, mais ça va pas seulement suivre, et pourquoi j'ai dit c'est un des fils conducteurs, c'est parce que en fait
Je pense, en vrai, je pense qu'ils ont fait ça parce que sinon, ils auraient dû faire déjà beaucoup plus d'épisodes, mais aussi parce que sinon, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu ennuyant de les suivre vraiment genre tous les jours. Donc, ils sont suivis par les caméras, mais il y a aussi des petits moments un peu en mode vlog. Voilà ce que je suis notamment dans la deuxième partie de cette étude, on est les 4 dernières semaines, où où ils doivent eux-mêmes cuisiner et ils font une partie vlog un petit peu genre voilà les difficultés qu'on a, mais aussi ça les suit dans un peu dans des explorations qui font d'entreprises qui font des produits alimentaires véganes et aussi qui font, il y a ça je crois c'est le couple John et Devon, le couple parce que c'est une paire, donc la paire John et Devon qui eux vont dans un genre de potager commun parce qu'ils sont ils sont dans une ville et aussi ils ont commencé, enfin dans le premier épisode ils parlent aussi de quelque chose qui est fou, c'est que tu peux être séparé par exemple là c'est de quelques kilomètres seulement, y avoir une population qui est, elle, techniquement plus âgée ou en tout cas en moins bonne santé que d'autres parce qu'ils n'ont pas accès. Ils en parlent aussi, c'est l'un des problèmes qu'ils ont aux États-Unis, c'est l'accès aux fruits et légumes, aux produits pas transformés, aux produits sans antibiotiques, aux produits sans hormones. Donc ils parlent aussi du problème qu'il y a avec l'accès à la nourriture. Et là, je pense, bon, évidemment, ça se passe aux États-Unis, mais je pense qu'on peut faire avec chez nous le parallèle si vous êtes en France ou dans n'importe quel pays. Mais c'est vraiment, donc du coup, j'ai cru comprendre, c'est que ça peut être vachement compliqué là-haut d'avoir accès. Et c'est pas juste une question de budget ou quoi, c'est que vraiment, dans les supermarchés, il y a beaucoup de produits, donc il y a beaucoup d'OGM, des trucs transformés, et enfin, c'est assez compliqué. Et en ce moment, je vois ça aussi sur TikTok. C'est aussi une question d'éducation. Pourquoi c'est même s'ils auraient accès, par exemple, un truc pourquoi je vais mentionner le TikTok que j'ai vu, c'est parce que j'en ai pas vu qu'un, mais j'en ai vu déjà. Peut-être vous êtes tombé sur ça aussi. C'est des TikTok de personnes américaines qui vivent aux États-Unis, qui relatent les histoires de personnes qui ne comprennent pas, enfin qui n'avaient pas jusqu'alors compris qu'elles pouvaient manger les fruits qui poussaient des arbres. Genre elle pensait que soit elle pensait que ça venait vraiment du magasin, ou que les fruits qui poussaient des arbres n'étaient pas propres à la consommation, qu'il fallait faire quelque chose avant qu'elles puissent les manger. Et les personnes qui réagissent aux vidéos, elles parlent que malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, il y a pas mal de personnes qui ont pas cette éducation, parce qu'elles sont tellement habituées aux produits transformés qu'elles n'ont pas ce réflexe de se dire bah tiens je me balade, il y a quelque chose qui pousse, je fais pousser, ou j'ai un citronnier, ou là c'était dans le dernier TikTok que j'ai vu ce matin en tout cas, ou à l'heure où je filme, une personne qui parlait de pommiers, elle pensait que les pommes n'étaient pas consommables, et ils ont fait ce constat assez triste. Du coup en prenant un exemple, une population dans la région, je crois que c'est de Los Angeles ou du nord de la Californie, d'une population, il y a l'image, il y a 2 villes qui sont séparées par une autoroute. Sur la gauche, c'est la partie où la population, par leur manque d'accès aux bons produits, aux fruits et légumes pas transformés, etc., sont plus vieux, ou en tout cas vivent moins longtemps que la partie qui est à droite en tout cas sur l'image, qui est à droite de l'autoroute, parce que eux, ils ont un accès beaucoup plus facile à des produits non transformés, à des produits variés, fruits et légumes, etc. Eux, en moyenne, ils vivent grâce à l'accès à la bonne nourriture qu'ils ont, quel que soit le régime alimentaire. D'ailleurs, ils n'ont pas pris parti sur ça. Quel que soit le régime alimentaire, ils vivent généralement 10 ans de plus. 10 ans de plus, parce qu'ils mangent déjà mieux, et aussi parce qu'ils ont aussi un accès plus facile à une activité physique. Et du coup, même si clairement, au début, je me suis dit, oh non, ça va pas de ça, mais vraiment vers la fin, tu dis vraiment, c'est un truc vraiment pro-vegan. Même si clairement, c'est un film pro-vegan, il ne jette pas non plus la pierre sur l'omnivore. Et donc voilà pour cet 4e épisode de la trilogie Ton Podcast, votre podcast francophone préféré sur les films et les séries télé d'horreur, de drama, mais un petit peu de comédie quand même. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de la trilogie. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous êtes sur YouTube et d'aimer ce podcast, enfin de lui donner 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, je mettrai le visuel pour vous guider un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu caché, il faut le savoir. Donc je vous invite à donner 5 étoiles à ce podcast, à me suivre pour ne rater aucun épisode, et aussi me suivre également sur YouTube. Comme ça, si vous êtes un jour sur YouTube mais vous n'avez pas ouvert Spotify depuis un petit moment, et ben vous aurez au moins dans votre feed d'abonnement le podcast La Trilogie, et la chaîne YouTube c'est Suzy S.
Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour le 5e épisode déjà de la trilogie. Et là, ça va être un épisode spécial. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai vraiment, vraiment trop hâte de vous parler de tout ce que je vais vous parler dans cet épisode. Ça va être un épisode spécial Corée. Donc cinéma et série télé Corée. Et là, il va y avoir de l'horreur et un petit peu de drama où il y a un petit peu de romance aussi. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end, une très belle vie surtout. Et à bientôt. Bisous.